Il est 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. La législature actuelle la plus mauvaise que le Sénégal n'a jamais connue, c'est l'avis du secrétaire général de la Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal, Ibrahima Sarr, qui s'exprimait à l'occasion du 2e congrès de la Confédération. Le Sénégal, l'un des pays les plus grévistes, c'est ce qu'a déclaré l'ancien ministre de l'Éducation, Kalidou Diallo. Il participait ce dimanche au congrès ordinaire des travailleurs libres du Sénégal. Échanger des fichiers entre 2 téléphones de marques différentes, c'est désormais possible. Dans ce journal, zoom sur Charek, cette application créée par l'informaticien Seydina Mohamed Gueye. Dans cette édition, nous nous rendrons dans le village de Darou Baïdaou, situé à quelques kilomètres de Matam. Sur place, les populations n'ont pas accès à l'eau potable et demandent l'installation d'un forage pour y remédier. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. L'actuelle législature, la plus mauvaise que le Sénégal n'a jamais connue. Ces mots sont de l'ancien parlementaire Ibrahima Sarr, secrétaire général de la Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal. Selon lui, lors des législatives de 2017, les syndicalistes devaient être représentés à l'Assemblée nationale. Écoutons-le, ces propos sont recueillis par Chertidiane Dione et Diafaraba. Je dis que ça fait partie des législatures, je vraiment regrette de le dire, qui ne répondent pas aux aspirations des populations. Parce que moi j'ai fait 15 ans de parlement. J'ai suivi l'Assemblée nationale de l'indépendance à nos jours. Même si on revisitait les archives de l'Assemblée nationale, on se rendait compte que cette Assemblée nationale actuelle, elle est en bas de ce que devaient être les assemblées nationales. Et malheureusement, là aussi, il faut le constater, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du conseil du Haut Conseil de dialogue social, on a mis une personnalité émérite. À l'Assemblée, le président est une personnalité émérite, le président Moustapha Niasse, qui est un homme d'État, qui dirige l'Assemblée nationale. Personne ne nie sa compétence, mais il devait avoir le mérite d'avoir une composition vraiment capable de répondre aux aspirations des populations. Là, nous pensons qu'aux prochaines élections législatives, les travailleurs doivent être représentés au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne peut pas voter des lois où les travailleurs sont absents, où leurs préoccupations ne sont pas prises en charge. Nous pensons que cela doit se faire, surtout qu'aujourd'hui, on est en train d'introduire des lois antisociales. Ibrahima Sarr qui s'exprimait à l'occasion du 2e congrès de la Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal. Ce dimanche, l'Union régionale de Dakar a élu son nouveau président. Il s'agit de Momar Sy. Pour ce dernier, sa mission consiste à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail des employés. Compte rendu de ce congrès, c'est avec Chertidiane Dione et Diafaraba. Sur les 250 délégués, 240 des différentes centrales syndicales affiliées à la Confédération démocratique libre du Sénégal portent Momar Sy à la tête de l'Union régionale de Dakar. L'amélioration des conditions des travailleurs, une priorité absolue pour lui. C'est-à-dire les conditions des travailleurs, d'abord nous sommes élus dans le bureau régional pour d'abord venir en appoint pour régler le problème des travailleurs dans tous les syndicats à Dakar d'abord. Donc nous avons du pain sur la planche. Parce que vu le problème au niveau de toutes les entreprises aujourd'hui de la place, et les sociétés et les problèmes qui sont dans les entreprises, les travailleurs pratiquement sont laissés à eux-mêmes. Et nous sommes venus vraiment d'abord pour régler, pouvoir venir à régler ces problèmes-là avec une équipe forte derrière moi. Nous ferons tout vraiment pour régler le problème de ces travailleurs. Le patronat joue peut-être à l'intelligent pour pouvoir régler le problème du patronat, alors que les travailleurs sont laissés à rade. Maintenant, vraiment, le syndicat, il faut un renouveau syndical. Pour le représentant du responsable de la jeunesse ouvrière, la mise en place de l'union régionale peut créer des bases solides pour la massification. Ici au Sénégal, actuellement, dans les entreprises, la majeure partie des travailleurs sont représentés par la jeunesse. La majeure partie des travailleurs, c'est la jeunesse. Bon. Si cette jeunesse-là se met la main dans la main, se battre ensemble, revendiquer ensemble, ce que nous avons constaté qu'au Sénégal ici,
ce qui se passait auparavant avec le syndicalisme, aujourd'hui la jeunesse de la CDC pour changer cela en s'approchant des travailleurs dans les entreprises pour vraiment essayer d'élargir la base. Aujourd'hui, l'animation des syndicats doit être l'affaire de tous pour mieux préparer l'élection de représentativité. La CDSL ne veut pas faire de la figuration pour ces joutes électorales. Autre congrès qui s'est tenu ce dimanche, le congrès ordinaire du syndicat des travailleurs libres du Sénégal. Présent à l'événement, l'ancien ministre de l'Éducation, Kalidou Diallo, s'est prononcé sur les nombreuses grèves que connaît le Sénégal. Selon lui, si la grève est un droit, le pays est l'un des plus grévistes au monde. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Ibou Diouf. La grève est un droit, mais je pense qu'il faut qu'au Sénégal, qu'on puisse voir, parce qu'il est dit aujourd'hui, après le Bénin, le Sénégal est le pays le plus gréviste du monde. Mais ça, ce n'est pas notre honneur. Mais je pense qu'on les a dépassés. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur cette question. Et je pense, de mon point de vue, l'unité syndicale des enseignants au Sénégal, si elle devait se faire, je pense qu'on devait la faire d'abord par branche, par niveau. On dit syndicat de l'enseignement élémentaire, syndicat de l'enseignement moyen secondaire et syndicat du supérieur. Dans un premier temps, on fait des fédérations. Fédération de l'élémentaire, fédération du moyen secondaire et fédération du supérieur. Et on peut aller plus tard vers une union générale des syndicats de l'enseignement au Sénégal. Le médiateur de la République dénonce le manque de citoyenneté des populations. Invité à Ziguinchor pour participer à une conférence sur la citoyenneté, Alioune Badara Cissé n'y est pas allé avec le dos de la cuillère en évoquant l'incivilité au Sénégal. Alioune Badara Cissé que je vous propose d'écouter. C'est un thème qui nous interpelle tous parce que la citoyenneté, elle se perd. Elle se perd dans les lieux de travail, elle se perd sur les aires de jeu, elle se perd dans les familles. Moi, je pense que la citoyenneté est ici tout est essentiel, qui va nous permettre de toujours avoir l'œil rivé sur les objectifs de développement, sur la propreté, sur le civisme, sur la courtoisie, sur l'élégance, sur la propreté, sur le respect des normes de conduite, des normes de construction, qu'on ne se permette plus, quand on a un chantier, qu'on mette tout le gravat pour barrer la route, qu'on ne se permette plus, parce qu'on a un baptême, de barrer la route par une tente et de mettre des chaises, qu'on ne se permet plus parce qu'on a des chants religieux de perturber le sommeil des citoyens en augmentant le volume des décibels, tout simplement parce qu'on se réfugie derrière un Dieu auquel nous appartenons tous. Je pense qu'il y a un terrorisme qui est en train de s'opérer à ce niveau et que seule la citoyenneté devrait pouvoir endiguer. Plus de 2 ans après l'annonce de la baisse du prix des loyers, avec une loi adoptée, votée par les députés, les problèmes persistent entre propriétaires et locataires. À Paris, des propriétaires de maisons installés à l'étranger se sont réunis pour protester contre cette baisse des loyers au Sénégal. Une loi qu'ils qualifient de décision politique avec d'importantes conséquences socio-économiques. Je vous propose de suivre ce reportage de notre correspondant en France, Ibrahima Kamara. La baisse du loyer au Sénégal n'est pas encore digérée par les immigrés sénégalais propriétaires des biens immobiliers. Le sujet occupe les discussions. Des rencontres sur le sujet ne manquent pas à Paris. Au foyer Fontaine-au-Roi, la baisse du loyer n'est rien d'autre qu'une décision politique, selon cet agent immobilier. Je reviens il y a 3 ans. Le gouvernement a dit bonjour. Moi, je vais baisser les locations pour faire un coup politique. Moi, je ne sais pas si on est en Europe. Même si la France le fait, on porte l'affaire au droit dans l'Union européenne, ça ne va pas le faire. Mais au Sénégal, moi j'ai des témoins, il n'y a pas de brigade que je n'ai pas fait. Dakar, on nous a convoqués partout. On a bravé le froid, la nuit, la neige, aux familles tempiennes, on va aller jusqu'au bout. Voilà. Et ce n'est pas une police de message. Et tout. Nous, on n'a pas fait la baisse. Qu'est-ce qu'on a fait? On a négocié. C'est tout. Leurs parents et proches, souvent en garde à vue à Dakar à cause du refus de baisser le loyer, leur intrigue aussi. Ils ont eu tellement de problèmes que les baisses de loyer guéries. Karim Kedjo qui est nommé dernièrement, après une garde à vue. Tout le temps. Il faut pour dire, après une garde à vue, c'est vrai, et sur le cas intègre. Je pense que le président a dit que le logement social est moins cher. La gestion de leur patrimoine immobilier, un autre casse-tête des émigrés du foyer Fontaine-au-Roi.
Mais est-ce que je suis capable d'avoir quelqu'un en responsabilité pour gérer mon terrain comme je veux, ou quel que soit Alpha, je dois passer les gens qui sont à l'agence pour gérer mon terrain jusqu'à la fin. Les agences immobilières et les propriétaires des maisons, qui sont aussi des émigrés, essayent d'accorder leur violon pour une gestion saine et efficace, concordant aussi avec la loi sénégalaise. Parlons politique à présent. La coalition Antahaou-Dakar n'est pas une armée et chacun est libre de se positionner au regard de la situation politique du pays. C'est l'avis du maire de la SICAP Liberté qui participait ce dimanche à une conférence de presse organisée par l'Alliance des Forces du Progrès, l'AFP. Il a également déclaré que l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales ne concerne pas seulement la capitale Dakar, mais bien tout le Sénégal. Écoutons Santi Agne, ses propos sont recueillis par Dissa Prera. Que Tahaou Dakar est toujours dans son rôle de défense des intérêts de Dakar, des Dakaroises et des Dakarois, si tant est que c'est Dakar qui doit se mobiliser pour des problèmes de Dakar. Depuis quelque temps, en vérité, les lignes de fracture n'apparaissent que quand il y a posé des problèmes de politique politicienne. Le référendum, en quoi intéressait-il Dakar en tant que tel? C'est de là que sont nées les divergences qui font qu'il n'y a pas aujourd'hui de dissidence. Il y a des maires dignes d'être maires qui sont d'un côté, des maires dignes d'être maires qui sont de l'autre côté, mais qui ont simplement, sur des questions politiques du moment, des visions séparées. À Sandiara, dans le département de Mbour, 359 bénéficiaires sont ciblés pour les bourses familiales destinées aux populations les plus démunies. Une innovation de la délégation générale à la solidarité nationale. Pour encadrer les bénéficiaires, des relais sont recrutés afin d'assurer la bonne utilisation des bourses, l'inscription des enfants à l'état civil et leur maintien à l'école. Plus de détails, c'est avec Cher Antadiop et Seyla Tir, nos correspondants dans la région de Thiès. Une journée dénommée Forum communautaire a vécu ici dans cette localité à Sandiara. Organisée par la délégation générale à la solidarité nationale, ce forum a permis d'informer les populations sur les bourses familiales. Beaucoup de nos bénéficiaires et une bonne partie de la population sénégalaise ne maîtrisent pas les paramètres du programme national de bourse de sécurité familiale et du registre national unique. C'est un programme qui permet aujourd'hui de rendre l'objectif du chef de l'État effectif après le ciblage qui devra se faire et un ciblage qui sera le dernier pour ce programme quinquennal qui va permettre au registre national unique d'enregistrer environ 3 millions de personnes et au niveau du programme national de bourse de sécurité familiale 300 000 ménages. Ce forum a regroupé aussi bien les bénéficiaires, les maires, les élus locaux, les imams que les délégués de quartier. L'édile de cette commune a exhorté les bénéficiaires de faire preuve de réalisme pour que le projet continue. L'idée c'était de leur montrer que le but c'est pas seulement de percevoir 100 000 francs par année, mais c'est aussi de les sortir de la pauvreté dans 5 ans, dans 10 ans. Leur montrer que cet argent sert à scolariser l'enfant, à le vacciner et que plus tard, que cet enfant puisse aller au collège, puisse aller à l'université, qu'il puisse avoir un salaire et qu'il puisse donc aider la famille à quitter ce cercle vicieux de la pauvreté. Après ce forum communautaire, des séances de sensibilisation vont être portées sur la santé, l'enseignement, l'enregistrement à l'état civil et le maintien des enfants à l'école, un projet qui sera piloté par des opérateurs sociaux. Direction la région de Sédhiou à présent où des bénévoles italiens offrent des consultations aux populations du département de Bounkiling. La plupart sont médecins, infirmiers et pharmaciens. Plus de détails avec nos correspondants Bakary Conte et Salah Samb. 11 bénévoles italiens, dont des infirmiers et 2 médecins, sont depuis plusieurs semaines dans les différents postes de santé et districts sanitaires du département de Bounkiling. J'ai amené avec moi un groupe de 10 bénévoles qui sont dans plusieurs postes de santé comme Diakunda, Diaragon, Bounkiling, Sumbundu, Inor et ici à Bona, où nous
faisons des consultations, des pinsements et des soins aux malades et nous sommes avec les étudiants et les enfants pour un cours de formation. Des partenaires qui ont fait le déplacement grâce au partenariat avec la commune de Bonna. Nous avons pu amener nos partenaires italiens qui sont 11, que nous avons répartis dans l'arrondissement de Bonna, c'est-à-dire des infirmiers qui vont à la station praticaire. Et nous avons pu amener 2 médecins, dont un que nous avons référé au poste de santé au district de santé de Bunkili. Donc cette mission va continuer avec l'appui et le partenariat avec la commune de Bonna. Nous avons ces infirmières qui font le bénévolat à Djiragon, Djakonda, Inor, Sumundu et Bunkili. Et nous avons aussi un médecin qui est un urgentiste qui a fait 30 ans de service à l'Italie et aujourd'hui qui a travaillé dans les différents postes de la commune de Bonna. Et il a pu travailler en collaboration avec les ICP en faisant même des opérations. Une enveloppe financière a été remise aux 3 collèges, le lycée et l'école maternelle de la commune de Bonna, mais aussi le financement d'un vaste programme d'eau dans les écoles de la localité. À présent, zoom sur les campagnes de sensibilisation dont l'objectif est de lutter contre le paludisme. Depuis plusieurs années, durant chaque hivernage, les populations sont sensibilisées sur l'importance de se protéger des moustiques. Au fil du temps, ces campagnes de sensibilisation ont évolué et se sont modernisées. La rédaction a rencontré différentes générations de citoyens sénégalais. Avec Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy, ils sont revenus sur les pratiques d'hier et d'aujourd'hui. Séance de démonstration, randonnée pédestre, sensibilisation et information, autant d'activités pour pousser les Sénégalais à dormir sous moustiquaires imprégnés. La saison des pluies, saison la plus redoutée, mais au fil des ans, certaines méthodes de prévention ont tout bonnement disparu. Auparavant, nous faisions les moustiquaires à la main, c'était bien fait et cela permettait à toute la famille de se protéger contre les piqûres de moustiques. Je me souviens aussi des comprimés communément appelés Nivaquine. À l'approche des premières pluies, nos parents nous l'administraient. Tout cela, c'était pour éviter de tomber malade. La lutte contre le paludisme a toujours existé au Sénégal et dans les pratiques anciennes, l'hygiène alimentaire occupait une place primordiale. Les choses ne se passent plus comme avant. Nos grands-parents avaient une hygiène alimentaire. En saison des pluies, il y avait des plats spéciaux. Je peux citer un exemple, le lahu bissap, des plats diversifiés très riches et qui protégeaient l'organisme. Pour nos interlocuteurs, même si certaines méthodes sont révolues, la propreté demeure incontournable. Avant tout, la propreté avant tout et que les gens respectent à la règle l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée. De génération en génération, les méthodes de prévention ont évolué, des moustiquaires imprégnés à longue durée à l'aspersion intradomiciliaire, autant de pratiques pour lutter contre le paludisme. Reboiser l'ensemble des forêts du département de Bignona, c'est l'objectif que se fixe le conseil départemental en collaboration avec ses partenaires. Bignona est en effet un département particulièrement touché par la déforestation. Écoutons l'un des initiateurs du projet. Il est interrogé par Boubacar Diassi. Nous avons été conscients du danger de ce fléau qui est en train aujourd'hui de s'implanter en Casamance. Nos forêts sont en train de partir. Et c'est pourquoi nous avons posé des actes. C'est d'abord un forum sur la gestion des forestières, ensuite un forum sur le changement climatique et la forêt. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour matérialiser les résultats, les outputs du forum. C'est le reboisement pour que l'écosystème revienne, pour que la Casamance reste toujours une Casamance verte avec un écosystème favorable à tous. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Et on souhaite que ces arbres poussent dans de bonnes conditions. C'est dans une forêt classée qui est là. Et je pense que les générations futures vont trouver ce que nos grands-parents nous ont légué.
Parlons de toute autre chose à présent. Vous le savez, il est difficile de se partager des fichiers lorsque deux téléphones portables ne sont pas de la même marque. Eh bien, l'informaticien Seydina Mohamed Gueye a tenté d'y remédier, et ce à travers une application baptisée Sharker. Une application qui permettrait donc aux utilisateurs de s'envoyer des documents, même si leurs téléphones portables ne sont pas issus du même fabricateur. Plus de détails sur cette nouvelle application, c'est avec Kibou Diouf et Tierno Laurent Mendy. Une nouvelle application réussie par ce jeune informaticien, Sharek, pour partager entre usagers du téléphone concernant les fichiers, le casse-tête d'incompatibilité entre téléphones est finalement résolu. Que vous avez Android ou iPhone donc vous avez la possibilité de transférer les données entre ces téléphones et vous avez même la possibilité de transférer des données entre votre téléphone et votre ordinateur, et tout ça sans nécessité d'Internet ni utilisation de câbles. Seydina Mohamed Gueye reste dans son domaine. Sharek, une application de transfert de fichiers qui confirme son choix de servir dans le domaine de la téléphonie. Actuellement, je suis à 49 200 et quelques utilisateurs au niveau un peu partout dans le monde. Donc, il y a des utilisateurs au niveau de Irak, Yémen, bien sûr, évidemment au Sénégal. Donc, il y a un peu partout au Sénégal. Il y a l'Algérie, il y a le Mali, la Côte d'Ivoire. Donc, bien sûr, qui sont en train d'utiliser l'application. Et j'ai eu, bien sûr, des feedbacks par rapport à ça, et c'était positif quand même. Le concepteur de cette nouvelle application fait avec les moyens du bord, mais tout soutien conséquent serait le bienvenu. Mon but, que ce soit moi ou la génération d'après, le but c'est que nous, Africains, actuellement, il est temps qu'on se réveille. Il est temps que l'on fasse quelque chose, nous aussi, pour que les autres puissent l'utiliser. Il est temps que nous, on fasse quelque chose que, par exemple, les Européens et les Américains utilisent. Parce que si on voit aujourd'hui, de nos jours, que ce soit les sites web, que ce soit les applications, la plupart des applications, c'est fait par les Européens, ou bien les Américains, ou bien les Asiatiques. Pourquoi pas? Maintenant, c'est à notre tour, nous, de faire quelque chose qu'eux, ils vont utiliser. Sharek, une application de chez nous, une de plus sur nos smartphones, comme pour dire que le talent est bien là. Darou Baïdaou, un village situé à quelques kilomètres de Matam, une localité où les habitants, majoritairement des éleveurs, demandent l'installation d'un forage. Sur place, l'approvisionnement en eau est un véritable problème pour ces populations. C'est ce que nous explique Al-Hassan Baïmoudou Diop. 18 heures passées, le bétail vient tout juste de rentrer. C'est l'heure de la traite des vaches. Ici, on ne vit que de l'élevage. Chaque jour, nous suivons les vaches, nous ne vivons que du bétail. Nous avons regroupé tous nos vaches et c'est maintenant une propriété de toute la maison. Amadou, Ousmane Ba et ses frères profitent bien de ces bons moments en famille. Après la saison des pluies, ils quittent le village avec le bétail pour un long voyage. À la fin de la saison des pluies, nous les jeunes, nous voyageons avec le bétail à la recherche du pâturage. D'habitude, on va vers le Ferlo et non loin de Tambacounda. Nos familles ne bougent pas. Nous pouvons rester pendant 7 à 8 mois. Les femmes jouent un rôle essentiel dans ce village. Leur seul problème, c'est l'eau. Nous n'avons pas d'eau ici ni de jardin pour cultiver les légumes ou des projets. Nous puisons de l'eau à Dantiadi ou à Tchankon et c'est nous les femmes qui allons chaque jour avec nos charrettes. Ce sont ces bidons que nous amenons et nous buvons cette eau. Darou Baïdaou est situé à quelques kilomètres de Matam, village Peul. Ses habitants ne souhaitent qu'une chose, disposer d'un forage. L'actualité internationale nous mène tout d'abord en République démocratique du Congo où s'est ouvert le procès des présumés tueurs de Béni. Nous nous rendrons également en France où Arnaud Montebourg annonce sa candidature à la présidence de la République. L'actualité hors de chez nous, c'est avec Chertidiane Diao. Une province du Nord Kivu, 6 hommes de différentes nationalités ont comparu devant le tribunal militaire
Pour rappel, plus de 500 civils ont été tués dans cette partie de la RDC, essentiellement à l'arme blanche, depuis octobre 2014, selon les Nations Unies. Des tueries attribuées aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées. 3 civils tués et une vingtaine d'autres blessés ce dimanche matin. Un kamikaze à moto s'est fait exploser à Moza, une localité située à l'extrême nord du Cameroun. L'agence France Presse qui donne l'information indique que cette région du pays est confrontée aux attaques du groupe terroriste Boko Haram. Des attaques et des attentats dans les 51 morts et 69 blessés, dont 17 dans un état grave. C'est le bilan d'un attentat à la bombe à Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie. Un kamikaze s'est mêlé aux invités d'un mariage et c'est vers 22h50 qu'il a actionné sa charge explosive. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais le président Erdogan a déclaré que l'organisation de l'État islamique est probablement l'auteur. Le kamikaze est âgé entre 12 et 14 ans. Et puis en France, Arnaud Montebourg annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2017. L'ancien ministre français démis de ses fonctions il y a 2 ans a jugé impossible de soutenir une nouvelle candidature de François Hollande. Assez austère, terminer le Montebourg des grandes formules, des grandes envolées. L'actualité sportive nationale, bien sûr marquée par ce deuxième tour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans. Madagascar 2017, les Lionceaux ont éliminé leurs homologues de la Tunisie sur le score de 3-2. Comme à l'aller, c'était à Tunis. Un match palpitant, car tout s'est joué dans la seconde période où les protégés d'Alimal ont su revenir 2 fois sur le score avant de marquer un 3e but lors des toutes dernières minutes. Retour sur le match, c'était avec Pape Faraning et Youssou Baro. Une fin de match explosive, les Lionceaux, comme à l'aller, ont encore renversé la tendance en battant la Tunisie par 3-2 à la 90e minute où Niang dribble le gardien tunisien et marque le but victorieux dans une rencontre pleine de rebondissements. Nous avons gagné là-bas 3-2. Après on nous met un but, ils se disent que c'est fini. Moi je leur dis que c'est le football. Il ne faut jamais dire que vous avez tué l'adversaire. Parce qu'eux, en venant ici, ils se disaient qu'ils allaient nous battre. Moi aussi je dis aujourd'hui, de toutes les façons c'est un match de football. Vous les avez battus là-bas, parce que l'entraîneur il a dit certaines choses, il a dit que non, là-bas on pouvait nous battre. Alors que moi je les ai dit, est-ce qu'ils pouvaient nous battre là-bas? De toutes les façons, c'est vous les joueurs qui devez régler donc ce problème. Ñun dañuy jàngat rek waa di déglu conseil coach yi quoi waaw man bii mooy sama 4e match quoi sama 4e match sama gars bii mooy seen 2e match quoi am naa expérience bi moo des. Les Tunisiens ont mené 2 fois au score, mais ils ont cédé par manque de concentration. À cet âge, le gamin et le jeune joueur sont marqués par la déconcentration. Ils ne peuvent pas se concentrer tout au long du match. Il y a des moments faibles et des moments forts. Et ils ne peuvent pas toujours être au point. Un coaching gagnant d'Alimal avec le but d'Aline Abdoulaye Sow, très lucide devant le gardien, remet les 2 équipes à 2 buts partout. Toutefois, le coach demande de la patience. C'est la première fois certains qui jouent, sauf le capitaine, c'est sa 2e expédition. On joue en première mi-temps, on encaisse un but. Bon, pour moi, c'est un but gag parce qu'on ne devait pas prendre ça. Il y a un mauvais placement de la défense, mais tout ça, je mets sur le compte de la jeunesse. Si nos joueurs ils sont trop jeunes, les gens, des fois, ils oublient que nous n'entraînons pas des seniors, ce sont des cadets, moins de U17. Auparavant, Abdoulaye Dramé avait remis les pendules à l'heure. Après les U20, les U17 du Sénégal éliminent leurs homologues de la Tunisie sur la route de Madagascar. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est à 0h avec le tout en images. Excellente fin de week-end et très bonne suite des programmes sur la TFM.